Bonjour à tous, merci de nous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. La dernière fois, avec Peter, on avait évoqué le design des produits de Kite, parce que c'était son métier d'être designer. Aujourd'hui, on est avec un autre acteur du Kite, Philippe Martin. Merci beaucoup de venir sur la chaîne, Philippe. Philippe, toi, tu es également chez Elevate, l'un des cofondateurs. Tout à fait. C'est quoi ton métier ? Alors, écoute, on a monté donc Elevate avec Peter il y a 9 ans maintenant. Mon métier chez Elevate, c'est je m'occupe de toute la partie plus organisation des ventes, un peu vente finance. Voilà, donc je coordonne aussi un petit peu les achats avec l'usine, l'importation du matériel et donc la vente après en aval, la redistribution des produits. Voilà, tout ce qui est un peu aussi planning financier et voilà, forcément, on est quand même des petites boîtes, donc je m'occupe, on supervise un peu tout aussi tous ensemble. Ouais. Donc voilà, la majeure partie de mon temps, elle est dédiée à la vente, plutôt à la vente. Mais oui, bien sûr, j'ai mon mot à dire des fois en marketing, des fois sur les produits, parce qu'on est tous une équipe de passionnés et on passe beaucoup de temps à la plage, donc on s'échange beaucoup les prototypes, on échange aussi beaucoup sur ce sujet-là. Mais c'est ça qui fait de notre métier un métier passionnant, parce qu'on doit justement toucher à plusieurs départements. On n'est pas scindé dans un département unique et on touche à plein de choses, on voit plein de choses du début à la fin. Et ça, c'est vraiment génial parce que c'est un métier qui te demande beaucoup et qui te fait voir plein de différentes choses. Que ce soit de l'approvisionnement de la matière première à la R&D, au développement, aux ventes, même au service après-vente, essayer de comprendre les problèmes, essayer de les régler, le contact avec les clients qui est quelque chose que j'adore aussi. Voilà, donc c'est un métier qui est ultra global et complet. Donc toi, tu serais plus sur la partie commerciale, là où Peter est plus sur la partie design des produits. Complètement, voilà. Et donc c'est super intéressant parce que là où Peter nous avait donné un insight sur comment lui il venait créer les produits, etc. Toi, tu vas peut-être pouvoir plus nous parler du marché du kite ou ta vision du marché du kite. Exactement. Et c'est hyper intéressant, je pense, pour les gens qui nous regardent parce que l'objectif de ces vidéos, tu vois, c'est de rendre le marché du kite moins opaque, apporter Bien vraiment sûr. de la lisibilité pour que les gens puissent faire des choix plus éclairés Bien sûr. et puis qu'ils comprennent mieux ce qui se passe. Voilà. Oui. La première question que j'avais envie de te poser, c'est à un moment, donc j'imagine que tu travaillais déjà dans le milieu du kite avant de créer Elevate, Oui. tu nous diras. Et à un moment, tu t'es dit, bon, il faut qu'on crée une marque. Oui. Pourquoi tu as fait ce choix-là ? Pourquoi tu disais il faut une nouvelle marque sur le marché ? Nous, on va apporter quelque chose de nouveau avec Elevate. À quel besoin tu avais envie de répondre finalement ? Alors, je pense pas. C'est pas quelque chose que tu peux vraiment. Tu peux pas te lever d'un jour au lendemain, surtout. Enfin, quand tu es plus jeune, et te dire je vais créer une marque de kite parce que tu as tellement de barrières à l'entrée pour créer une marque de kite que tu vois ça comme assez complexe. Je pense que c'est plutôt quelque chose qui se construit sur plusieurs étapes. Et à un moment donné, tu as un alignement des étoiles qui fait que tu te dis c'est peut-être le moment de le faire. Nous, on a toujours été passionnés par ce qu'on a fait. On travaillait dans le kite, alors pour moi depuis presque toujours, puisque j'ai commencé le kite très jeune, avant même de commencer mes études, on va dire supérieures. Donc du coup, j'ai toujours baigné dans cet univers-là. J'ai pu apprendre beaucoup au cours des années. Et donc, j'ai envie de te dire, au début, je ne m'imaginais pas du tout lancer une marque de kite. Comme je te le disais, ça me paraissait impossible. Et puis, avec le temps, on fait des rencontres, on rencontre des gens qui sont aussi passionnés que toi, qui sont bons dans ce qu'ils font aussi. Et en fait, tu te rends compte qu'en alliant nos forces, chacun dans sa spécialité, tu peux arriver à faire quelque chose. Et on en avait, en tout cas pour ma part, j'ai bossé avant ça presque 10 ans dans cette industrie, pour d'autres marques et d'autres produits. Et à un moment donné, on a vraiment vu que c'était faisable et on s'est dit, on veut avoir notre propre boîte, on veut avoir notre propre marque. On est passionné, on a appris, on a beaucoup de retours d'expérience, on a beaucoup de contacts, que ce soit en amont, dans les fournisseurs, de l'expérience. On commence à vraiment connaître les matériaux, comment ils travaillent, comment ils évoluent. Donc, on sait quelles sont les erreurs à éviter parce qu'on est dedans depuis longtemps. Ouais. On a aussi un gros réseau de distribution avec les années. Et donc, on se dit, c'est le moment, il faut le faire. Et surtout, nous, ce qu'on voulait, en tout cas avec Peter et Robert, mes deux associés, quand on a lancé la marque, c'était se dire, on est passionné, on sait ce qu'attendent les gens, mais surtout, on veut prendre nos propres décisions. Et aujourd'hui, on est l'une des rares et dernières marques à vraiment être familiale, à pas avoir d'investisseurs, à pas avoir de gens qui doivent nous dire ce qu'il faut qu'on fasse. Et on est maître de nos propres décisions, sans aucune pression extérieure. On fait nos choix et on essaie de les faire le plus en adéquation possible avec le marché. On gère notre boîte comme on veut. Ok, donc ça, tu dirais que c'est aujourd'hui la grosse... Enfin, je ne sais pas si c'est la différence dans le sens où
je ne sais pas si toutes les marques sont pas gérées de cette manière-là, mais ce qui définit Elevate, c'est d'être géré par des personnes et des kitesurfers, voilà. en fait. Alors, je pense que la plupart des marques le sont forcément, parce que c'est quand même quelque chose qui te demande d'être passionné, c'est clair, et professionnel, ce qui est le cas de toutes les marques aujourd'hui. Mais en tout cas, nous, on est vraiment encore une boîte vraiment familiale et on n'a pas d'investisseurs, on est livré à nous-mêmes, ce qui est, voilà, des fois aussi peut-être peut poser quelques petits, pas soucis, mais retard, parce que tu peux avoir peut-être des problèmes liés aussi au fait de ne pas avoir des investisseurs, mais d'une manière globale, on s'en sort plutôt très bien aujourd'hui. Et effectivement, nous, on est autogéré. C'est une boîte familiale. Voilà, on a besoin de personne à l'extérieur pour prendre des décisions à notre place ou nous pousser dans une direction ou une autre. Ok. Toujours par rapport à la création d'Elevate, moi, une question que je me suis posée, c'est que tu vois, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, sur le marché, globalement, tu as un peu deux types de marques. Tu as les ténors du marché qui ont une offre plus globale, qui, je pense, se positionnent au meilleur de la qualité peut-être. Et puis, tu as des marques un petit peu plus low cost. Alors, c'est pas péjoratif comme terme, c'est juste que factuellement, il y a des marques de kite, tu vois, il y a souvent un gap qui est fait entre certaines marques qui proposent des produits beaucoup moins chers et les ténors du marché. Est-ce que vous, dès le début d'Elevate, ça a été un sujet pour vous, une question, ou est-ce que vous avez toujours décidé de faire une marque qui allait être un ténor du marché, ou est-ce qu'au début, vous vous êtes dit, on va peut-être commencer petit et puis voir comment ça va? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Tu es d'accord avec cette catégorisation? Alors, oui, j'ai envie de te dire, t'as toujours, bien sûr, tu as un plan de route. Quand tu lances un projet de cette envergure, tu as un goal, tu as des objectifs, tu te dis, voilà, j'aimerais faire ci, ça. Donc, tout est quand même assez. C'est peut-être moins freestyle que ce qu'on peut l'imaginer quand tu lances une marque. Donc, on s'était quand même donné, bien sûr, un objectif d'une manière globale, dans tous les sens du terme, que ce soit dans les ventes, dans les prix qu'on voulait tenir, dans la qualité, dans le choix des matières premières, dans le marketing qu'on allait faire. Et oui, pour nous, on savait très bien que de toutes les façons, il fallait qu'on soit au top de la qualité, c'est évident. Donc oui, c'était dans notre plan de route d'avoir une qualité maximale, mais tout en essayant quand même de garder un prix le plus accessible possible et un prix surtout ce qu'on a appelé dès le départ un prix si possible le plus réaliste possible. Voilà. Ouais, d'accord. Ça passe par par une organisation en interne sur tout ce qui est frais. Enfin, je ne vais pas me rentrer dans les détails, mais oui, c'est possible de tenir des tarifs qui sont plus réalistes, Ouais, d'accord. tout en ayant une qualité maximale. Ok. Et sur ce sujet de voilà, tout en tenant une qualité maximale, je pense que c'est hyper important. Aujourd'hui, je pense que de toute façon, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui font du kite, savent que voilà, il y a des marques un petit peu plus chères et il y a des marques qui sont un petit peu moins chères, sans forcément toutes les citer, mais tu vois, il y a des marques. Est-ce que tu penses que ça passe par un réseau de distribution qui est différent, ou est-ce que tu penses qu'ils sont obligés de faire des compromis sur la qualité des matériaux ou la qualité de construction pour proposer des produits beaucoup moins chers? Non, je pense que sincèrement, sur les matériaux aujourd'hui, beaucoup pensent que certaines marques courent après les matériaux le moins cher possible et que les marques vont aller au moins cher et donc du coup ça crée des problèmes de qualité. En fait, ça c'est plutôt une légende ou un mythe. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Nous, l'intérêt d'une marque, en fait, c'est bien sûr comme tout, c'est de vendre des produits, de les commercialiser. Et on sait très bien que c'est un tout petit milieu et que le bouche-oreille va très vite. Donc, si tu tends vers des matériaux peu chers et forcément que tu as des problèmes derrière, ça ne va pas du tout aider. Ouais. Donc, nous, ce qu'on essaie vraiment tous, c'est d'abord, ce n'est pas d'obsolescence du tout. Comme certains, des fois, je peux l'entendre sur les spots, il y a de l'obsolescence. Non, ça n'existe pas, ces choses-là. Vraiment, je pense que toutes les marques font des efforts aujourd'hui pour avoir la qualité maximum. Parce qu'en fait, il faut bien entendre qu'en tant que marque, aujourd'hui, ce qui fait ta réputation et ce qui t'aide à vendre, c'est ta réputation sur la qualité du matériel. Donc, ton marketing numéro 1 en tant que marque, ce qui intéresse beaucoup les gens et ce qui t'aide à avoir le bouche à oreille sur les spots, parce que c'est encore une fois, c'est un petit milieu, c'est de te dire telle ou telle marque est réputée pour sa fiabilité. Et en effet, boule de neige, année après année, les ventes sont là parce que tu as cette réputation. Donc non, sincèrement, les tarifs sont plus dus à une politique après interne qui font plus ou moins monter tes tarifs. La structure, voilà, nous on a la chance d'avoir une
structure plutôt petite, même si on est une marque un peu major, mais une structure bien organisée, ce qui nous permet voilà, de contenir les coûts et voilà, tu peux après ajouter le marketing. Si tu as beaucoup de team riders, faut bien les payer. Donc ça ajoute des prix au produit. Mais le produit de base, à la base, le prix du produit, le matériau utilisé, il est quand même sensiblement similaire entre toutes les marques. Donc c'est vraiment une question en interne de l'organisation aussi de ton système de distribution dont tu as parlé tout à l'heure, de ton efficience à organiser les choses, comme dans beaucoup d'industries. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui, sincèrement, je pense que c'est ça qui va intéresser les gens et d'entendre parler de cette chose-là. On a globalement tous une qualité globale, j'ai envie de te dire, à peu près similaire. Voilà. Ok. En toute sincérité, en Et toute donc, objectivité. ça concerne, si on parle de grosses marques qui sont très implantées, je sais pas, Duotone, Caprina, Elevate et tout, et des marques qui se positionnent aussi en étant beaucoup moins chères, peut-être Gong, Takun et tout, il y a une utilisation de matériel qui est globalement similaire. J'ai envie de te dire globalement, en fait, c'est une industrie qui est petite, donc on n'a pas toutes les marques n'ont pas le choix. Il n'y a pas 50 fournisseurs différents, il n'y a pas 50 usines différentes. Je tends et je me tue à expliquer souvent aux clients, aux gens que il n'y a pas beaucoup d'usines. Et une fois dans une usine, il faut bien comprendre qu'il n'y a aucune marque qui a sa propre usine, à part une seule, mais parce qu'elle arrive à compléter ça par plein d'autres produits extra kite. On ne fabrique pas nos produits nous-mêmes, en fait. On sous-traite. Et en fait, quand une usine va commander un fournisseur, l'intérêt, c'est d'avoir des matériaux stables et donc de commander en grosse quantité. Et quand l'usine trouve une façon d'assembler un produit ou trouve une matière première qui est valable, ils ne vont pas prendre le risque de changer à chaque marque pour réapprendre comment assembler un kite et avoir, si tu veux, un Kinder Surprise et ouvrir et dire « Ah ben mince, ce matériau finalement il ne fonctionne pas » ou cette technique d'assemblage pour faire des… Donc en fait, c'est dans l'intérêt de personne aujourd'hui de diversifier ces méthodes de construction. Donc en fait, on s'enrichit tous les uns des autres un petit peu de l'expérience apportée. Bien sûr, chaque marque va apporter son point de vue, son cahier des charges, mais quand quelque chose sensiblement marche avec une marque qui a prouvé sa résistance, il n'y a aucune raison aujourd'hui que l'autre vienne et dise « moi, je veux quelque chose de complètement différent ». Il faut bien aussi comprendre qu'il faudrait, alors dans ce cas-là, la couturière qui fait son kite sur la chaîne de production, il faudrait qu'elle change intégralement son cahier des charges et ça prendrait du temps, ce ne serait pas forcément valable. Donc aujourd'hui, la qualité générale des marques, elle est sensiblement, on va dire, la même pour tout le monde, à quelque chose près. Alors là, tu as dit plein de trucs intéressants justement sur lesquels j'avais noté des questions à te poser sur le choix des matériaux. Donc, j'allais dire Philippe. Peter, il nous a beaucoup parlé de Teijin quand je suis allé le voir et tout ça. Et donc ça, c'est, de ce que j'ai compris, l'un des fournisseurs qui peut fournir du Dacron, donc les bords d'attaque, et aussi du SPI. Et donc concrètement, quand tu crées une marque de kite, tu peux aller voir plusieurs fournisseurs, mais je ne me rends pas compte s'il y en a 25, 30 ou si en fait s'il y en a 3, 4. Et pareil pour les usines, excuse-moi, mais juste pour compléter ma question, j'ai l'impression qu'il y a un gros cliché. En fait, il y a deux types de personnes. Des fois, tu parles à des gens et ils disent « Ouais, de toute façon, les kites, c'est tout fabriqué en Chine ». Et à l'inverse, des fois, tu as des gens, ils disent « Ouais, non, ça, c'est une marque allemande, par exemple. Du coup, c'est fabriqué en Allemagne, c'est de la super qualité. » Combien il y a d'usines aujourd'hui? Donc, question pour les fournisseurs et question pour les usines. Combien tu as d'usines qui ont la compétence de te sortir un kite clé en main, quoi? Bon, alors je vais parler plus, je vais me spécifier sur le kite parce que la wing, c'est un sport qui est tellement nouveau et qui a explosé. Donc, il y a eu beaucoup de petites usines qui sont montées à droite, à gauche. Mais si on reste globalement au niveau du kite, aujourd'hui, si je te dis que 45 à 50% de tout ce qui se fait dans le monde sort d'une usine, voilà, déjà pour commencer. Donc, ça parle par… C'est au Sri Lanka, c'est ça? Tout à fait, ouais. C'est Aqua ou… Exactement, ouais, voilà. Et après, j'ai envie de te dire, tu as… des vraies usines de kites qui font vraiment du volume, ça se compte sur les doigts d'une main, ouais. Ok. Oui, sur les doigts d'une main. Ok. Donc ça donne une idée. Et des fournisseurs aujourd'hui, de ce que tu vois dans le marché, il y a 4-5 fournisseurs de matières premières au total, vraiment que ce soit pour les tissus. Voilà. Ok. Ouais. Ah ouais, donc il n'y a pas énormément… Enfin, il y a le choix… Non, le choix, c'est ce que je te disais avant, c'est assez restreint le choix. Et ces fournisseurs de matières premières, ça fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait plus de 20 ans, 25, enfin, ils bossaient même dans l'industrie. Faut bien comprendre que pour ces
Protégine dont tu mentionnais avant, la part que représente le kite est infiniment petite dans ce qu'ils produisent. Ouais, c'est des Ils boîtes. sont présents dans plein d'autres industries qui sont énormissimes, dans des vraies industries de masse. Il faut bien qu'on comprenne que le kite, c'est une industrie de schtroumpf. C'est rien pour eux. Enfin, c'est intéressant parce que ça leur fait voir autre chose, mais on représente pas grand-chose. Mais ce qui est important pour une marque, et je le redis encore une fois, c'est d'aller vers des matériaux. Ce qu'on aime bien utiliser, nous, dans notre milieu, c'est stable, le plus stable possible, voilà, le plus sûr possible. Donc, il faut bien comprendre que tous les matériaux qui rentrent en stock dans une usine, quand la marque a fait son choix, ils sont analysés. Il y a un contrôle qualité assez drastique quand même qui est fait sur les matériaux. Et il ne s'agit pas de jouer et de construire des milliers de kites pour se rendre compte qu'en fait, à la fin, il y a un problème. Ce n'est pas quelque chose qui est voulu du tout. Il peut y avoir... certaines choses peuvent passer à la trappe, malheureusement, dans le milieu du kite, ce qu'on appelle quand on fait des recalls, qu'on rappelle des produits parce qu'il y a une erreur. Et j'ai envie de dire, ça arrive dans toutes les industries, même dans les industries les plus sécuritaires, c'est-à-dire la voiture, on se rend compte qu'en fait, sur les millions d'unités, il y a des batteries qui ont pris feu, il y a des airbags qui explosent tout seuls, on rappelle des centaines de milliers de véhicules. Même dans l'industrie aéronautique, qui est quand même censée être l'industrie la plus sûre au monde, on se rend compte que oui, il y a des avions qui se crashent malheureusement, parce qu'en fait, on ne peut pas tout le temps prévoir et arrêter, on essaie de mettre le plus de contrôle possible, mais des fois, il y a des choses qui passent à la trappe. Donc vraiment, je le répète encore une fois, dans l'industrie du kite, pour toutes les marques, dans leur globalité, l'intérêt numéro 1, c'est d'avoir de la qualité et des produits stables. Et bon, voilà. Je voudrais revenir sur un truc que tu as dit, qui est hyper intéressant. Tu as dit, c'est pour certaines de ces grosses boîtes, le kite, c'est une toute petite industrie. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, j'ai l'impression que d'une manière générale, le grand public surestime vraiment la taille du marché du kite. Ils ont l'impression que c'est des très très grosses, je parle de vous, des marques de kite, que c'est des très très grosses boîtes avec des très très grosses logiques. Est-ce que tu pourrais remettre un peu de contexte là-dessus? Aujourd'hui, une marque de kite, en gros, c'est combien de kites par année en gros, tu vois, sans aller dans les détails, mais juste pour remettre un petit peu d'échelle. C'est vraiment bien que tu reviennes là-dessus, parce que c'est vrai qu'on en rigole souvent. Les gens s'imaginent que c'est des marchés énormes, mais en fait, c'est une industrie, ce qu'on appelle de niche. Et comparé à beaucoup de sports en outdoor, on reste mais microscopique. Je pense qu'on fait partie des sports outdoor. Alors, je ne vais pas prendre les sports ultra extrêmes, peut-être le base jump, la wingsuit, où effectivement, il y a sûrement encore moins de pratiquants que dans le kite, mais on est microscopique par rapport à l'industrie. Par exemple, nos planches de Twin Tips sont pressées, sont fabriquées dans des usines de snowboard et de ski. Et quand on discute avec les patrons de ces usines et qu'on voit nos chiffres par rapport à ceux du ski, on fait « Mamma mia, on est ridicule ». Donc oui, c'est une industrie qui est toute petite. Quand tu as vendu quelques milliers d'unités, tu es content et heureux. Donc ouais, je ne peux pas te dire plus que c'est une industrie de niche, quoi. Il n'y a pas... Il n'y a pas 10 000 clients dans le monde. C'est quand même assez... Voilà. Et c'est quand même assez compétitif au final. Donc, il faut vraiment, en tant que marque, constamment se battre. Oui, bien sûr. Ok, ça c'est intéressant et j'avais à cœur de revenir là-dessus avec toi. Très bien d'avoir mentionné ça, parce que c'est quelque chose qui est très important. On peut faire aussi directement la transition avec les événements autour du kite, puisqu'en fait, les gens ont parfois cette image-là d'industrie qui est très grosse, mais je pense qu'on se prend souvent des rappels. En fait, tout est là sous nos yeux quand on voit des fois des événements qui sont d'une qualité extraordinaire. Tu vois, je pense au Lord of Tram qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Clairement, tous les gens qui étaient sur place ont vu que niveau organisation, etc., on est sur des événements qui sont quand même très, très bien montés. Bien sûr. Mais en fait, en termes d'audience, en termes de rayonnement, ça reste quand même extrêmement limité. Donc, le milieu du kite, toi, tu l'as vu évoluer, donc tu dis que c'est encore de niche aujourd'hui. J'imagine que c'était encore plus le cas, encore plus niche il y a 10 ans en arrière. Est-ce que c'est monté de manière exponentielle et est-ce que vous vous attendez à ce que dans 10 ans, dans 20 ans, ça ait évolué énormément ou alors est-ce qu'on va rester finalement un sport de niche avec beaucoup d'imaginaire autour, une idéalisation de la part des gens de ce sport-là? Alors je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, si tu me poses la question, je pense qu'on a largement atteint le pic du kite. Oui, on a vécu une explosion du kite à partir des années 2005-2006. Clairement, ce qui a permis au kite d'évoluer, c'est l'accessibilité au sport grâce aux ailes plates, ce qu'on appelait les beaux kites à l'époque, qui ont commencé à apparaître en début 2005.
Ouais, ça a retiré l'idée très élitiste et très Ouais, extrême. voilà, c'est vrai qu'avant les kites, ils étaient quand même, c'était terrible hein, de kiter, c'était très puissant, on n'avait pas cette sensation de sécurité. Hein. Le jour où les ailes plates sont arrivées, c'était incroyable. Et puis les ailes delta après, qu'on suivait juste après. Donc ça a permis au sport d'exploser là pour le coup, reste en niche, mais quand même d'exploser. Donc alors, quand je parle d'explosion, c'est de la croissance, mais en fait avant ça, c'était par contre du niche de niche. C'est ce que j'ai envie de te dire. Avant ces années-là, on rejoignait pas loin d'être dans le base jump, quoi. Je veux dire, quand tu arrivais au début des années 2000 sur une plage, tu avais 3 kites, 4 kites. Ouais. Aujourd'hui, sur la même plage, tu peux arriver, si tu es dans la saison, qu'il y a du vent qui fait beau, tu peux avoir 200 ou 300 kites. Ouais. Donc, si tu veux, le sport, oui, il a littéralement explosé dans ces années-là, mais les volumes avant, le marché du kite représentait, je sais pas, quelques milliers d'unités par an. Depuis les années 2005-2006, ça a quand même bien monté. Genre une marque, elle vendait quelques centaines d'unités. Ah oui, au tout début, ouais, tu vends quelques milliers exactement. d'unités. En gros. Donc, si tu veux, ça a quand même exponentiellement bien Juste pour donner une idée d'échelle. C'est exactement ça. Mais c'est devenu beaucoup plus accessible. Mais alors, et puis il faut bien comprendre que le windsurf, lui, a été un sport très pratiqué. Les volumes du windsurf dans les années 60, enfin 80 et 90, a été plus important que celui du kite, même au début du kite. Ouais. Puis les volumes n'avaient rien à voir. Et le windsurf, par contre, est terriblement tombé quand le kite un petit peu est arrivé. Ouais. Et j'ai pas envie de dire qu'on revit la même chose avec la wing, mais clairement, les marques de kite sentent aujourd'hui un ralentissement dû à l'arrivée de la wing, c'est clair. Ouais. Très, très fort. Enfin, ralentissement quand même assez notable. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai l'impression, bon là c'est un autre sujet, mais que cette arrivée de la wing, je sais pas si tu es d'accord avec moi, ça répond des fois à certaines contraintes. Des fois en France, il y a certaines plages qui étaient un petit peu inadaptées au kite, donc les gens avaient tellement envie d'en faire qu'ils essayaient, mais il y a eu des accidents, il y a eu des interdictions. Et en fait, en wing, on est beaucoup plus tranquille comme ça, et sur des territoires en France, mais c'est peut-être moins vrai sur d'autres territoires qui sont tellement bons pour le kite que ces questions se posent pas forcément. Nous, par exemple, tu vois, au Brésil, on a vu, bien sûr, la wing qui arrive, mais quand on parle à des acteurs français, on a l'impression vraiment que la wing prend le dessus sur le kite. Et nous, au Brésil, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit parce que je pense que le territoire est tellement bon pour le kite. Tu as des particularités locales, mais disons que quand même, tu as une généralité et clairement, la généralité, elle est là, c'est que la wing prend sur le kite, mais oui, clairement, tu as aussi des spots qui sont tellement bons pour la pratique du kite que tu n'as aujourd'hui aucun intérêt à aller en wing. C'est-à-dire que je vais te prendre un exemple, mais un lagon où tu n'as pas de fond, de base, tu vas pas faire de wing. Donc forcément, tu vas pas avoir de wing débarqué. C'est vu comme quelque chose de positif pour le kite. C'est exactement ça. Un spot où tu as un short break de 1,50 m à passer, à part 2 pros qui vont réussir à le passer, tu n'as jamais personne qui va venir se pointer en wing, alors qu'en kite, c'est quand même assez facile de passer un short break. Ou un spot où tu as 2-3 mètres de vague creux. Jamais personne va oser s'aventurer en wing. Il faut quand même réussir à avoir un niveau de dingue et puis il ne faut pas avoir peur de casser et perdre ton matériel. Je prends un exemple. Enfin, il n'y a pas grand monde. One Eye, par exemple, qui est un spot, c'est the spot pour kiter. En wing, il y a des mecs en wing, mais faut quand même déjà avoir un sacré niveau. Faut pas avoir peur de péter ou casser ton matos, perdre ton matos ou finir à nager au milieu de l'océan Indien. Ouais. Donc ça reste et ça restera toujours un spot exceptionnel pour le kite. Donc il y a ces particularités locales, mais après si tu prends le pays en lui-même, tu vas prendre l'île Maurice par exemple, il y a des spots incroyables pour winger avec des lagons et là effectivement c'est clair que la wing là-haut aujourd'hui tu as 5 fois plus de wing que de kite. Ouais, donc, voilà. okay. La globalité elle fait que la wing a pris sur le kite, mais sur certains spots comme tu le dis bien sûr, l'inaccessibilité du spot fait que la wing ne va pas venir. La wing elle a explosé parce que c'est un sport qui est génial déjà. Il y a beaucoup de gens il y a toujours des images qui collent au sport. Et c'est vrai que le kitesurf, il y a eu des accidents, donc les gens, ils ont eu peur. Il y avait une image de dangerosité qui collait au sport. Je parle beaucoup avec des gens qui ne faisaient pas de kite, qui font de la wing, qui me disent « Ah ouais, mais nous, on avait peur d'être accrochés à des lignes, ça nous faisait peur. » C'est un vrai truc. Voilà, aujourd'hui, la wing, c'est clair, tu lâches ta wing même dans 40 nœuds, elle se met en drapeau, elle flotte, et puis il ne peut pas t'arriver grand-chose. Un petit peu de couper ou de blesser avec le foil, et encore, avec un casque et un gilet, faut y aller quand même. Donc, la wing est très accessible. La wing, elle est accessible sur beaucoup de spots. Moi, j'avais des copains qui me disaient, nous, l'été, il y a des interdictions sur les plages, donc faut qu'on fasse 1h15 de route pour aller naviguer. Là où la wing, j'ai le spot en bas de la maison de famille ou la maison de chez moi, et donc, on fait de la wing, c'est génial. Donc, c'est un sport c'est une opinion personnelle, moi je le vois comme ça, c'est un sport qui est complémentaire au kite. Certains ont arrêté le kite, font de la wing, certains ne font que de la wing, d'autres ont commencé la wing et puis on dit au bout de 4-5 ans je tourne en rond parce que je manque d'adrénaline, donc je retourne au kite.
sauter en kite, faire un backloop ou un front loop, c'est quand même globalement accessible. Ouais, Sauter en wing, faire un backloop ou un front loop, c'est pas accessible du tout. ouais. Donc, tu vois ce que je veux dire? Bah Donc, ouais, c'est deux la sports. phase d'apprentissage où tu cherches à tirer des bords, c'est très bien. Voilà. Mais quand tu es arrivé là, finalement, le kite, il t'offre une progression qui est peut-être plus Exactement. linéaire. Au bout d'un an ou deux, j'ai envie de tu te vas dire prendre un que move, quoi. 70%, 80% des gens peuvent sauter et faire un backloop. En wing, 95% des gens qui commencent la wing aujourd'hui n'arriveront pas à faire un backloop. Et je m'engage sur ces chiffres. Voilà, donc c'est pas, c'est deux sports différents. Moi, la wing, je le vois plus comme une façon d'explorer un spot différemment, de surfer de la houle ou de surfer des vagues pas trop creuses, toujours pareil. C'est deux approches différentes, mais aujourd'hui, chaque spot a sa spécificité. Une belle vague à One Eye, et puis c'est une façon de rider, une façon d'avoir des appuis qui est aussi différente en fait, pas du tout pareil. L'approche sur un foil, elle est différente que l'approche sur un twin tip ou une planche de surf traditionnelle où tes appuis sont complètement différents. Mais les deux sont aussi bonnards et fondards l'un que l'autre, j'ai envie de te dire. Bien sûr. J'avais une question pour toi qui est peut-être un petit peu plus touchy, mais je pense que ça peut être intéressant de te donner la possibilité de t'exprimer là-dessus. C'est que tout le monde, tu vois, a noté ces dernières années une augmentation assez importante du prix des kites. Oui. Et je me dis qu'il y a peut-être des gens, tu vois, qui pensent, moi je parle des fois avec des gens qui pensent que les marques, elles se gavent, etc. Et je pense que c'est quelque chose que tu dois peut-être entendre aussi. Oui. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qui explique ça? Et s'il y avait, tu sais, une économie d'un kite, en gros, il y a un gâteau. Qu'est-ce qu'il faut prévoir pour la production, pour le transport, pour les marges après des gens qui revendent? Est-ce que tu veux nous donner un petit peu de clarté sur le sujet aujourd'hui du prix d'un kite et pourquoi il a évolué autant ces dernières années? Ouais, alors c'est une question qui est complexe et dans laquelle rentrer en détail comme ça à l'oral serait un peu compliqué, mais il faut bien comprendre que tout a augmenté. Tout a augmenté. Des fois, j'entends des gens qui, avec raison, disent que c'est trop cher. Mais quand tu regardes, le kite est apparu au début des années 2000. Enfin, je suis désolé, quand tu achètes une voiture au début des années 2000, une citadine classique, je prends souvent des raccourcis, des parallèles, mais j'aime bien le faire parce qu'en fait, ça remet les choses dans leur contexte. Ouais. Mais une voiture, ça valait 11 000 € neuf, sortie de concession. Aujourd'hui, le même véhicule, 20-25 ans plus tard, vaut 35 000 €, 30 000 €. Un véhicule qui est pourtant assez classique. Donc en fait, déjà, il y a eu une inflation globale galopante. Ouais. Ces produits-là demandent beaucoup de temps de manufacture. Ce sont pas des produits qui sont qui sont faits dans des moules simplement où on peut en sortir des milliers d'unités et les faire en 5 minutes. Un kite, il faut comprendre que ça met plus de 20 heures à être fait. Voilà, donc il y a un gros travail manuel derrière. Il y a un côté presque artisanal en fait. Mais il y a un côté artisanal, c'est de l'artisanat en fait. Et ça reste toujours plus intéressant de les faire dans des pays en Asie par exemple, où le prix de la main-d'œuvre est moins cher, beaucoup moins chargé. Mais ça représente quand même beaucoup de temps manuel, des machines, des investissements pour les usines et surtout une augmentation du niveau de vie et du niveau social. Et on ne peut que s'en réjouir des salariés de ces pays-là qui eux aussi, du coup, au fil des années, ont besoin de plus de sécurité d'emploi, ont besoin de plus de social d'une manière globale. Ouais, qui se sont ouverts sur le monde également, qui ont vu qu'en fait à l'étranger ça se passait différemment. Je pense que l'ère d'Internet, les réseaux sociaux ont aussi aidé. Et aujourd'hui, effectivement, les coûts de production ont augmenté, les coûts de la matière première ont augmenté, tout a augmenté. Donc ça fait une inflation galopante. Pareil, les magasins, les distributeurs, si tu veux, les loyers, leurs charges, le prix des employés, il faut bien comprendre qu'un kite, il n'est pas expédié directement depuis une usine, donc il faut le faire venir dans un pays. Il faut qu'un distributeur il ait de la ressource humaine, du capital humain pour recevoir les produits. Il paye aussi un logiciel informatique. Il a son stock en physique. Il faut bien payer un loyer. Il prend des risques quelque part. Il prend des risques parce qu'il stocke, donc l'argent coûte aussi cher aujourd'hui. Et puis il faut bien comprendre qu'il y a des zones qui sont impénétrables pour des marques. Si on veut vendre dans le fin fond d'un pays qu'on ne connaît pas, il faut un distributeur, quelqu'un de local qui lui connaît en fait son réseau de distribution sur un pays étendu, qui va revendre à des magasins, à des écoles qui eux-mêmes vont revendre à un client final. Et puis il faut aussi comprendre que les gens oublient l'aspect de TVA. Comme dans tous les produits, la TVA, elle représente, en fonction des pays, une moyenne de 20 à 21% dans tous les pays. Mais 20 à 21% du prix de 2 000 € ou de 1 800 €, c'est énorme. Donc déjà, il faut enlever cette part et comprendre que cette part ne revient à personne, hormis à l'État.
Donc oui, effectivement, il y a une succession qui font une chose qui font que le prix d'un kite aujourd'hui, il est plus ce que c'était il y a 25 ans de ça. Mais Ok. comme énormément de choses à l'heure actuelle. Ouais, non, mais je pense que c'est bien d'évoquer ce sujet-là parce que je pense que ça doit être un sujet. Enfin, moi, quand j'en C'est parle, un sujet c'est un sujet voilà, qui revient tout le temps. tu l'as dit, c'est un sujet touchy, mais malheureusement, c'est quelque chose de très compliqué. Et nous, même les marques, on préférait que le sport soit soit plus accessible euh, par le prix, mais c'est difficile de faire mieux que ce qui se fait aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Alors, une dernière question un petit peu plus légère, si j'ose dire. Je pense qu'il y a un fouillis un petit peu général sur il y a des utilisateurs enthousiastes de la marque, tu as des riders un peu partenaires, tu as des pro-riders, et je pense que tout ça est un petit peu mélangé aux yeux du grand public. Moi, je me demandais, qu'est-ce que c'est vraiment aujourd'hui un kitesurfer professionnel? Est-ce qu'il y a vraiment des kitesurfers qui sont salariés d'une marque, qui sont embauchés par une marque? Et c'est quoi le modèle pour tous ces gens-là, les kitesurfers professionnels, les partenaires qui sont parfois appelés leaders d'opinion? Quel lien ils ont finalement avec la marque au final? Alors, tu as les kitesurfers pro. Oui, il y a des kitesurfers qui vivent bien sûr d'une marque, c'est leur travail à plein temps. Parce que tu ouvres la bio Instagram de 80% des gens aujourd'hui, il y a écrit kitesurfer professionnel partout. En fait, tu peux lui donner la consonance que tu veux, hein. Professionnel, ça veut dire je vis du sport. Ouais. Tu peux vivre du sport en faisant de la compétition, tu peux aussi vivre du sport en faisant du freeride, en faisant des belles images et en attirant les partenaires qui te payent pour ça. Il y a plein de manières d'être professionnel, mais professionnel, à la base, c'est vrai qu'on se dit je vis du sport, je vis grâce aux compétitions. Et il y en a, bien sûr. Mais toi, tu es professionnel du kitesurf, tu vis du kitesurf. Ouais, via l'école, ouais. Voilà, via l'école. Voilà, donc on peut aussi considérer que tu es professionnel. Ouais. Bon, le kitesurfer professionnel, le vrai, si je peux dire le vrai, qui fait du kite, effectivement, il y en a, ils en vivent. Après, tu as les ambassadeurs qui, en fait, t'aident à te rapprocher d'un marché local, Ouais. qui naviguent, qui permettent aussi de te donner des coups de main auprès de tes écoles et de tes partenaires locaux pour faire des journées tests, pour promouvoir le matériel. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les ambassadeurs, pour répondre à ta question. Et puis, en gros, tu as les compétiteurs, les ambassadeurs. C'est à peu près comme ça que... Et les gros compétiteurs qui ont vraiment des résultats en compétition, ils sont importants pour vous, j'imagine, pour Bien une sûr. marque, d'avoir... ces gens-là sont, par exemple, salariés d'Elevate. Il y a des gens qui sont vraiment kitesurfers Alors, je connais pas comment ça marche dans toutes les marques, mais en général, oui, les kitesurfers pro vivent de la marque. Après, je peux pas te dire en détail de quelle manière non, bien sûr, voilà, ça se font les choses. c'est intéressant. Oui, bien sûr. Ils vivaient de leurs revenus des compétitions, ce qui me semblait un peu compliqué, Alors, tu vois, parce que c'est pas... C'est un peu instable les revenus d'une compétition, ça ne leur permet pas forcément de voyager, mais bien sûr, je pense que pour la plupart, alors la plupart font sûrement donc sont payés par la marque pour utiliser leurs produits dans la compétition. Ils font des coachings, beaucoup, pour faire des petits compléments revenus, parce qu'il faut bien comprendre que des fois, il y a 1, 2, 3 mois qui peuvent se passer entre deux étapes. Oui, bien sûr. Donc, ils s'entraînent, mais aussi, ils peuvent en profiter grâce à leur nom et à leur image, et parce qu'ils sont pros et qu'ils sont bons techniquement pour prendre des gens sur des coachings. Ils ont des fois aussi des sponsors extra kite, heureusement, qui veulent promouvoir. Je vais te donner un exemple bateau, bête et méchant, mais Red Bull, par exemple, qui effectivement sponsorise, ne fait pas de kite, ne fait pas de produit, mais va sponsoriser des riders dans le kite. Mais il y en a plein d'autres, des marques qui font ça. Des partenaires plus locaux, on voit souvent des riders pro qui ont des concessions automobiles à côté de chez eux, qui leur prêtent des véhicules pour leur image. Ouais. Donc il y a plein de manières, il n'y a pas une manière, il y a plein de manières pour les riders pro aujourd'hui de vivre et d'avoir des revenus. Ah, ok, ça roule. Eh ben écoute, est-ce que tu veux avoir un petit mot de la fin pour les gens qui connaîtraient peut-être pas Elevate encore, s'il y en a encore, je sais pas. Ça peut, ouais, depuis le temps. Non, ouais, j'ai envie de dire merci à tous ceux qui nous suivent déjà d'une manière globale. Et puis, le sport ne va pas disparaître, c'est clair. Mais le sport aussi s'hyper spécialise, et ça, c'est ça qu'on peut voir. Il s'hyper spécialise dans tous les sens, dans tous les niveaux. À l'époque, c'est clair, regarde même les plus grosses marques de kite, il y a encore 15 ans, elles avaient 3 modèles de kite, 2 modèles de twin tip, éventuellement un surf. Aujourd'hui, c'est de la folie, il y en a partout. Donc, ça montre que le sport est encore vivant, ça montre que le sport il devient de plus en plus technique. Mais c'est quand même un sport fabuleux, le kite, c'est pas prêt de disparaître.
Donc, je pense que c'est comme dans tout, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des périodes où le sport devient plus ou moins à la mode, des périodes où c'est plus calme. Faut clairement comprendre aussi qu'on a vécu une explosion des sports outdoor pendant et un peu post-Covid, où tout le monde voulait courir à la plage pour s'amuser. Ouais. Pas qu'à la plage, un peu partout. Donc, le kitesurf a bénéficié de cet engouement qui s'est peut-être un petit peu... a eu un peu d'ombre avec l'arrivée de la wing, mais pile poil au même moment. Mais non, le kite, c'est fantastique et pour moi, ça restera vraiment un sport pratiqué pour longtemps encore, je pense. Bon, bah, Philippe, merci beaucoup pour ton temps. Merci, Merci Pierre. beaucoup de nous avoir accueillis chez toi. C'est gentil. Et merci à tous les pratiquants qui nous suivent et qui nous suivront et qui regarderont cette interview. Eh bah oui, c'est ce qui est le plus important finalement pour nous, comme toi, comme pour moi. Exactement. D'avoir ces gens qui sont enthousiastes autour du sport. Exactement. Donc merci à vous tous. Merci. Et puis à une prochaine pour une autre vidéo. Ciao. À bientôt.